Il existe des crimes que l'on commet en croyant avoir pensé à tout. Des crimes où le meurtrier connaît suffisamment le système pour effacer les traces, orienter les soupçons ailleurs et reprendre sa vie comme si rien ne s'était passé. Des crimes parfaits ou presque. Avant de mentionner, je tiens à mentionner que cette vidéo sera la première partie d'une série de deux. Alors, cette histoire a eu lieu à Los Angeles en 1986. C'est l'histoire de Stéphanie Lazarus. C'est une femme qui a cru avoir commis un crime parfait. Pendant 23 ans, elle avait raison. Elle est restée en poste dans la même institution qui enquêtait sur elle. Elle a monté les échelons et elle a reçu des éloges. Elle s'est mariée, elle a même adopté une fille et elle s'est bâtie une vie ordinaire. Mais, dans un tiroir du coroner, conservé dans un congélateur depuis 1986, un petit échantillon prélevé sur une morsure retrouvée sur le corps d'une femme morte attendait silencieusement. Il attendait que la science soit prête, que quelqu'un prenne le temps de regarder de plus près. Et un jour, quelqu'un l'a fait. Mais avant d'arriver là, il faut comprendre comment on en est arrivé à un meurtre qui allait rester impuni pendant 23 longues années. Qui était Cherry Rasmussen? Cherry Rasmussen est née le 7 février 1957 à Tucson, en Arizona. Elle est la cadette de 3 enfants. Dès son enfance, elle se distingue par son intelligence et sa détermination. Elle est grande et sportive. Elle a même réussi à sauter 2 classes lors de son parcours scolaire. Elle s'est inscrite à 16 ans en soins infirmiers, ce qui a grandement insécurisé ses parents malgré son jeune âge. Ils lui ont acheté un appartement à Van Nuys avec un stationnement sécurisé pour assurer sa sécurité et apaiser leurs craintes. Elle a gravi grandement les échelons d'une profession qu'elle aimait profondément. À 29 ans, Sherry est directrice des soins infirmiers, critique au Glendale Adventist Medical Center, un centre médical réputé de la banlieue de Los Angeles. C'est un poste de responsabilité considérable pour quelqu'un de son âge. Ses collègues la décrivent comme rigoureuse, compétente et extraordinairement dévouée avec ses patients. Elle est le genre de personne qui reste tard pour s'assurer que tout va bien, qui connaît les noms de chacun des membres de son équipe. John Bruton et Sherry se rencontrent lors d'une soirée et ils tombent rapidement amoureux et se marient en 1985. Ils s'installent dans un condominium de Balboa Boulevard dans le quartier de Van Nuys, une zone résidentielle tranquille de la vallée de San Fernando à Los Angeles. C'est un appartement lumineux dans un quartier ordinaire, un nid douillet pour un couple qui débute sa vie commune. Sherry revient tout juste de son voyage de noces. Elle est tellement heureuse. Elle a tout ce qu'elle a toujours voulu, une carrière qu'elle adore, un homme qu'elle aime et un avenir qui s'ouvre devant elle. Elle ne sait pas que quelqu'un, non loin d'elle, ne supporte pas cette réalité. John Burton est la femme qui ne lâchait pas. Pour comprendre ce crime, il faut remonter plusieurs années en arrière, jusqu'à UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles. John Bruton et Stéphanie Lazarus se rencontrent à UCLA. Leur relation se développe en 1972 et 1982, durant leurs années universitaires. Pour John, il s'agit d'une relation décontractée, sans étiquette ni engagement formel. Il l'aperçoit comme une amie proche, une relation intermittente, quelqu'un avec qui il partage de bons moments sans que cela ne soit trop exclusif. Mais pour Stéphanie, c'est différent. Pour elle, c'est profondément différent. Stéphanie a confié à des proches qu'elle était amoureuse de John. Leur relation se poursuit même après l'université, y compris pendant sa formation à l'académie de police. Elle rejoint LAPD, le Los Angeles Police Department, en 1984.
Une carrière prometteuse qui commence bien, mais dans son cœur, John occupe une place que rien ni personne ne semble pouvoir remplir. John et Stephanie entretiennent des relations entre 1984 et 1985. Puis, soudainement, John rencontre Sherry et tout s'arrête. Pour lui, face à Stephanie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour elle. Stephanie est dévastée par les fiançailles de John et Sherry. Sa constante présence dans la vie de John inquiète Sherry. Mais il la rassure en lui affirmant qu'il n'y a rien de plus que l'amitié entre les deux et que tout est terminé. Mais l'obsession de Stephanie grandit. Elle continue de se montrer, d'appeler, de chercher à maintenir un lien avec John. Et elle finit par se montrer là où Sherry ne s'y attend pas du tout. Stephanie se présente à Glendale Adventist Hospital, là où Sherry travaille, comme directrice des soins critiques. Stephanie lui confia qu'elle et John avaient toujours des relations sexuelles et que lorsque leur mariage échouerait, elle serait là pour recoller les morceaux. Sherry lui aurait alors répondu qu'elle n'avait pas besoin de ses services, ce à quoi Stephanie a répondu sous la menace, et je la cite, « Si je ne peux pas avoir John, personne d'autre ne l'aura. » Ces mots glacent Sherry et elle décide d'en parler à son père, Neil Rasmussen. Elle lui dit qu'elle pense être suivie, surveillée et harcelée par cette femme. Peu avant sa mort, Sherry confierait à son père que Stephanie pourrait être en train de la traquer. Neil mémorise ce nom. Il l'épellera au policier des dizaines de fois dans les jours qui suivront ce meurtre. Mais personne ne l'écoutera vraiment. Une dernière trahison avant la tragédie. Il y a un détail dans cette histoire qui rend le meurtre encore plus difficile à accepter. Un détail que John avouera lui-même des décennies plus tard, devant un tribunal. Lorsque John annonce ses fiançailles avec Sherry, Stephanie l'appelle. Dans cet appel, il est très clair pour John qu'elle veut être avec lui. Puis quelque chose d'extraordinairement imprudent se produit. John admet avoir couché avec Stephanie peu de temps après ses fiançailles avec Sherry. Il mentionne que c'était un moment de faiblesse. Il le confesse à Sherry, qui réagit de façon généreuse, aimante, confiante et lui pardonne. Elle choisit de faire confiance à son futur mari et de tourner la page. Même si elle continue de croire que Stephanie la traque, elle s'accroche aux assurances de John et le couple se marie en 1985. Ils sont 3 mois en couple, ils ont un bonheur conjugal devant eux, mais malheureusement, ce sera seulement 3 mois. Le drame de février 1986. Un matin, Sherry se réveille et elle se sent hésitante. Elle a une formation prévue au travail, mais cette formation, elle la trouve peu stimulante. Elle a aussi une légère douleur dans le bas du dos. Alors elle décide finalement d'appeler pour mentionner qu'elle est malade, en mentionnant sa blessure dans le dos comme excuse. John, lui, de son côté, part travailler. La maison est calme. Sherry peut se reposer et elle peut détendre son dos. Vers 17h55, John rentre chez lui. Étrangement, il trouve le garage ouvert et leur BMW est absent du garage. Il continue et il rentre dans le condo. Soudainement, il découvre Sherry, inconsciente, sur le sol du salon, baignant dans son sang. Il appelle le 911 immédiatement. Les enquêteurs arrivent rapidement. Ce qu'ils trouvent est vraiment brutal. Sherry a été battue et abattue de 3 balles. Elle a été frappée avec un objet contondant, un vase qui se trouve à proximité, puis atteinte à 3 reprises dans la poitrine par un pistolet de calibre .38. Selon Bob, un ancien détective de la brigade criminelle de la police de Los Angeles, et je le cite, « Les traumatismes contondants étaient particulièrement inquiétants. Le côté droit de son visage, son œil était enflé et au beurre noir. Elle avait reçu des coups de crosse de pistolet, peut-être à 2 reprises. Au niveau des ongles de Sherry, ils avaient été brisés et il y en avait qui avaient été arrachés, qu'on pouvait voir sur la scène de crime. Les voisins avaient entendu des cris et du bruit, mais personne n'avait appelé la police. Et sur le corps de Sherry, une marque profonde de morsure humaine. Une technicienne judiciaire prélève un échantillon de salive de la morsure et le place dans un sachet. Il sera stocké dans un congélateur du bureau du coroner. Pendant 15 ans, personne ne les touchera.
La mise en scène et les indices ignorés. Les détectives qui arrivent sur la scène voient immédiatement quelque chose qui oriente leur réflexion. Du matériel électronique déplacé, une voiture volée. La police suppose qu'un cambrioleur était en train d'emporter des appareils électroniques lorsque Sherry est rentré et que l'affrontement a eu lieu. Selon Lyle Mayer, l'inspecteur général, il mentionnait que la maison avait été cambriolée le matin même avant 10 heures et qu'il croyait qu'ils sont rentrés par la porte d'entrée en la forçant. Cette théorie est rapidement renforcée par une coïncidence troublante. Quelques jours après le meurtre, 2 hommes braquent une femme à main armée dans le quartier. Quelques mois plus tard, ils piègent une autre femme qui surprend un cambriolage chez elle, à quelques rues à peine du condo de John et Cherry. Les enquêteurs pensent tenir leurs suspects. 2 hommes latinos de taille moyenne, jamais identifiés. Mais plusieurs éléments auraient dû faire tiquer. Un ancien profileur du FBI, Mark Safarik, témoignera des décennies plus tard au procès que le meurtrier avait créé une illusion, une scène de crime fabriquée pour ressembler à un cambriolage. Il mentionne, et je le cite, « Ce que j'ai vu, c'était une tentative de créer une illusion. » En effet, les anomalies s'accumulent. Les seuls objets volés dans toute la maison sont la BMW argentée de Cherry et le permis de mariage du couple. On constate qu'aucun bijou, aucun argent liquide, aucun autre objet de valeur n'a été volé. Un vrai cambrioleur n'aurait pas emporté le permis de mariage en laissant tout le reste. Ça n'a aucun sens. La BMW est retrouvée 2 miles plus loin, 10 jours après le meurtre. Elle n'a pas été dépecée pour ses pièces. On ne peut que constater qu'elle n'a servi que pour fuir les lieux. Un détail retiendra particulièrement l'attention des enquêteurs des années plus tard. Le matériel électronique empilé près de la porte portait déjà du sang de Cherry. Autrement dit, elle était déjà morte ou mourante quand ce matériel a été déplacé, et pourtant, le tueur ne l'a pas emporté en sortant. Un vrai cambrioleur aurait simplement pris les appareils et serait parti. Ce détail suggère que le meurtre était véritablement l'objectif et le cambriolage un simple décor. La morsure, elle aussi, était inhabituelle. Les enquêteurs le notent, mais n'en font pas davantage, malheureusement, avec cet élément. Et la violence dans la scène du crime, elle était excessive, disproportionnée, profondément personnelle. Ce n'est pas le travail d'un voleur pressé. C'est le travail de quelqu'un qui éprouve quelque chose, de la haine, de la jalousie, du désespoir envers Cherry. Nell Rasmussen, un père qui sait et qu'on n'écoute pas. Dans les jours qui suivent le meurtre, Nell, le père de Cherry, va et vient au poste de police. Il donne des informations et il répète des noms. Il finit par prononcer celui qui, selon lui, explique tout, Stéphanie Lazarus. Il a mentionné dans une interview exclusive accordée à 48 Hours, je le cite, « Les premières semaines, les 5 premiers jours, je l'ai mentionné tellement souvent que le détective a finalement perdu patience avec moi en disant qu'il n'était pas nécessaire d'aller dans cette direction. » L'inspecteur principal, Lyle Mayer, est brièvement informé, dans les 2 premiers jours suivant le meurtre, que John lui-même suggère d'interroger son ex-petite amie Stéphanie Lazarus, une policière du LAPD. Malgré cela, les enquêteurs ne poursuivent pas cette piste, préférant se concentrer sur la théorie des intrus aléatoires. Nell dira plus tard que le détective a nié qu'on lui en avait parlé de Stéphanie, mais Nell sait très bien qu'il en a parlé plus d'une fois. Il se souvient très bien et il ne lâchera jamais. 1 an après le meurtre, la famille de Cherry, à bout de patience, réitère son offre de récompense lors d'une conférence de presse et réclame plus d'action. Nell écrit même directement à Daryl Gate, alors chef du LAPD, pour lui exposer ses soupçons envers Stéphanie. On lui répond qu'il regarde trop la télévision. En 1993, alors que la technologie ADN commence à exister, Nell propose de payer lui-même pour faire les tests, pour prouver. On lui répond que la police doit d'abord avoir un suspect avant de justifier un test. Malheureusement, le dossier reste fermé. La famille et les amis de Cherry sont convaincus que le mobile est personnel. Ils pensent à Stéphanie dès le début.
Mais les enquêteurs s'accrochent à leur théorie du cambriolage. Pour des raisons que la famille Rasmussen attribue soit à de l'incompétence, soit à une volonté malveillante de protéger l'un des leurs, le LAPD échoue à enquêter sérieusement sur l'ex-petite amie. Parce que Stéphanie, elle est policière. Parce que l'institution protège ses membres. Parce que personne ne veut croire qu'une des leurs puisse être une meurtrière. Sans suspect, sans empreinte, sans arme retrouvée, le dossier est déclaré inactif. Les parents de Cherry organisent des conférences de presse pour demander des informations au public et offrent une récompense de 10 000 $ pour tout renseignement utile. Mais rien du tout. Le dossier entre dans les archives et Stéphanie Lazarus continue de travailler au LAPD. Le pistolet déclaré volé. Un détail surgit dans les semaines suivant le meurtre, trop discret pour attirer l'attention à l'époque. Le calibre .38 utilisé pour tuer Cherry correspond au type d'arme que Stéphanie avait acheté à l'Académie de police. Quelques semaines après le meurtre, en mars 1986, Stéphanie Lazarus contacte le service de police de Santa Monica pour signaler le vol de son arme personnelle depuis son véhicule garé près du quai. Ce geste anodin en apparence est en réalité calculé. Elle savait que l'arme pouvait être tracée jusqu'à elle. En la déclarant volée, avant que les enquêteurs ne remontent la piste, elle coupait ce fil avant même qu'il soit tiré. Les procureurs soutiendront des années plus tard que l'ADN provenant de la morsure et des ongles brisés retrouvés sur la scène de crime reliait Stéphanie au meurtre. En 1986, l'idée que la salive d'une morsure puisse un jour être analysée par ADN était totalement inconcevable. Stéphanie avait tout planifié concernant l'arme. Elle avait mis en scène le cambriolage, mais elle n'avait pas pensé à la morsure et à son ADN. 23 ans de double vie. Pendant que le dossier de Cherry dormait dans les archives, Stéphanie construisait tranquillement sa carrière. Elle a gravi les échelons de manière modeste mais régulière. Les procureurs la décriront plus tard comme une policière du nouveau C+, correcte, ni brillante, ni médiocre. Elle promut le programme DARE contre la drogue, une initiative chère au chef de police. Elle devient détective dans l'unité des vols d'œuvres d'art, ce qui lui donne un profil public élevé. Elle apparaît dans les photos officielles avec les hauts gradés. Elle bavarde avec des journalistes. Elle participe à des émissions de télé comme Family Feud. Elle est visible, elle est connue et elle est respectée. Elle épouse un collègue policier et elle adopte une petite fille. Elle a une vie de famille, une belle carrière stable et une image publique soignée. Pendant tout ce temps, le corps de Cherry Rasmussen repose dans un cimetière et à quelques kilomètres de là, dans un congélateur du bureau du coroner, un petit échantillon prélevé sur son corps attend. Il attend depuis des années et malheureusement, il attendra encore longtemps. Car ce que Stéphanie Lazarus ne sait pas encore, c'est qu'en 2001, 15 ans après le meurtre, quelqu'un va enfin ouvrir ce tiroir. C'était la première partie de l'histoire de Stéphanie Lazarus et du meurtre qu'elle a pu cacher pendant 23 ans. J'ai décidé de couper l'histoire en deux parce qu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup de détails. Pour connaître la suite, abonnez-vous pour ne rien manquer. Si vous avez aimé ma vidéo, pensez à mettre un like sur la vidéo et sur celle que vous aimez. Ça soutient vraiment beaucoup la chaîne et ça me permet de continuer de faire mes vidéos chaque semaine. Auriez-vous été aussi patient que Nell, le père de Cherry, face à l'inactivité des enquêteurs et des policiers? Dites-le moi en commentaire. Sur ce, je vous laisse en vous disant, entre mes lumières, la vérité ne dort jamais. Bye bye.